Invité du Grand Direct ce soir, l'universitaire et écrivain Guy Millière. Bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur i24 News. Vous êtes donc géopolitologue également, spécialiste notamment des questions du Proche-Orient et des États-Unis. On parlera d'ailleurs dans un instant des relations entre Israël et son allié traditionnel, du moins le dit-on, les Américains. Mais tout d'abord, vous avez signé hier une tribune dans laquelle vous parlez de pièges mortels pour ce plan de paix qui pourrait aboutir, si les négociations avancent entre Israéliens et Palestiniens, à un accord final, plan proposé notamment par les Américains. Pourquoi est-ce que, selon vous, ce qui est proposé aujourd'hui aux négociateurs et peut-être par les Américains est un piège mortel pour Israël ? C'est un piège mortel dans lequel je ne pense pas qu'Israël tombera, et je pense que ce qui évitera ce piège mortel, c'est le maximalisme de Mahmoud Abbas et de l'entité palestinienne actuellement. Si je parle de piège mortel, c'est dans la mesure où je pense que c'est une pure illusion de penser qu'il est possible de défendre Israël, de défendre l'aéroport, le seul aéroport international dont dispose Israël, avec des casques bleus sur la frontière, ou des troupes mixtes, ou des moyens électroniques. Je pense que d'ailleurs aucun dirigeant israélien, tant soit peu responsable, n'accepterait cela. Reconnaître un État palestinien dans le contexte tel qu'il est défini, ce serait effectivement la mort programmée d'Israël. Si l'aéroport d'Israël est menacé, le seul aéroport international, s'il est menacé, on se retrouverait dans une situation où la plupart des compagnies internationales d'aviation renonceraient à desservir Israël, et donc Israël se retrouverait de facto coupé du monde. Aucun dirigeant israélien, sauf peut-être des gens de l'extrême gauche, n'acceptera cela. Mais comme je le disais il y a un instant, de toute façon, les dirigeants palestiniens eux-mêmes ne signeront pas d'accord pour un certain nombre de raisons. Je pense que pour eux... Mais quand vous dites, je m'arrête un instant, vous parlez sur l'aéroport, par exemple, cet exemple de l'aéroport, il y aura toujours cette proximité, forcément, entre Israël et un futur éventuel État palestinien. Donc, comment faire pour justement faire en sorte qu'assurer la sécurité d'un aéroport? Ça veut dire que ça sous-tendrait qu'il y ait une menace forte de la part des Palestiniens. La paix, selon vous, ne pourra pas exister? Je ne pense pas qu'une paix puisse exister entre Israël et l'autorité palestinienne pour une simple raison, c'est que l'autorité palestinienne n'a jamais reconnu Israël en tant qu'État juif ou État du peuple juif, et il suffit de regarder les programmes de télévision palestiniens, il suffit de regarder la presse palestinienne pour voir que l'autorité palestinienne ne procède en aucune façon à une éducation à la paix, ne procède en aucune façon à une information en tant soit peu impartiale. Je dirais que pour qu'il y ait la paix, il faut que la population elle-même soit ouverte à l'idée de paix. Si la population n'est pas ouverte à l'idée de paix et qu'on l'incite à la haine sans arrêt, à la haine de l'autre ou à la négation de l'autre, les conditions de paix ne sont pas réunies. Je pense que si l'Europe, si les États-Unis voulaient être sérieux en termes d'avancer vers la paix, il faudrait qu'il commence par demander à l'autorité palestinienne de cesser les incitations à la haine qu'on trouve dans les manuels scolaires palestiniens, qu'on trouve dans la presse et dans les médias palestiniens, et qu'il demande à Mahmoud Abbas d'arrêter de glorifier les terroristes comme il l'a encore fait récemment, et qu'il arrête aussi, par exemple, de citer comme quelqu'un qui a été une grande inspiration pour lui, le moufti de Jérusalem qui a ultérieurement travaillé avec Hitler. Je pense que ça devrait être les premiers pas. Vous ne pouvez pas avoir la paix avec des gens qui parlent en termes de guerre, avec des gens qui parlent en termes de haine. Le premier pas, c'est de cesser ce type de discours, à mes yeux. Oui, mais alors quand Netanyahou lui-même se rallie finalement à l'idée d'avoir un futur avec deux États, c'est quoi? C'est selon vous un leurre? C'est peut-être pour donner un petit peu d'espoir aux Américains qui entretiennent ces négociations? Je pense que Netanyahou est dans une position qui n'est pas facile actuellement et qu'il essaye de la gérer au mieux, et à mes yeux, il la gère au mieux. C'est-à-dire qu'il doit ne pas froisser ses interlocuteurs internationaux, et il doit en même temps affirmer ses propres positions. Donc le simple fait de demander que l'autorité palestinienne reconnaisse Israël en tant qu'État juif ou État du peuple juif, c'est demander quelque chose que Mahmoud Abbas n'acceptera jamais. Et ça, apparemment, les Européens ne l'ont pas compris et les dirigeants américains ne l'ont pas compris. Mais ça ne me surprend pas pour ce qui concerne les dirigeants américains aujourd'hui. Parce que les dirigeants américains aujourd'hui sont des gens qui sont profondément imprégnés d'un discours anti-impérialiste, et je ne dirais que ce ne sont pas les dirigeants les plus
proche d'Israël. Quand vous dites les dirigeants, c'est Barack Obama, que vous connaissez bien, parce que vous avez écrit oui, tout à fait. C'est Barack Obama et John Kerry, mais en particulier Barack Obama, puisque c'est lui qui est président aujourd'hui. Et donc pour vous, Barack Obama finalement ne fait qu'appliquer aujourd'hui des idées qu'il a toujours eues, qui sont celles de ne pas intervenir finalement au dehors presque du théâtre américain. C'est le retour à l'isolationnisme américain? C'est un retour à l'isolationnisme, mais je dirais que c'est presque pire que l'isolationnisme. Je dirais que dès que Barack Obama a été élu, j'ai écrit des articles, ensuite j'ai écrit 2 livres sur l'administration Obama, en partant du point de vue que Barack Obama, ayant été pendant plus de 20 ans dans certains cercles aux États-Unis, une fois parvenu à la position suprême, il n'allait pas changer radicalement d'orientation. Et d'ailleurs, il s'est entouré de gens qui correspondaient à ces orientations. Ce qu'il importe de comprendre, c'est que Barack Obama vient de l'extrême gauche, qu'il est allé aussi loin qu'il le peut dans cette direction, et que c'est fondamentalement un anti-impérialiste. Aux États-Unis, c'est quoi? C'est l'extrême gauche? On peut la comparer à l'extrême gauche en France, par exemple, ou c'est une extrême gauche différente? C'est une extrême gauche qui ne dira pas son nom. Aux États-Unis, on ne peut pas se dire marxiste, donc on va se dire radical. Et donc le mentor, le maître spirituel de Barack Obama, c'est quelqu'un qui s'appelle Saul Alinsky, qui a écrit un petit livre qui s'est d'ailleurs très bien vendu après l'élection de Barack Obama, parce que beaucoup de gens ont voulu savoir de quoi il retournait. Ce livre s'appelle Rules for Radicals, règles pour les radicaux. Et dans ce livre, il n'est jamais question de Marx, de lutte de classe, parce que tout cela, c'est tabou aux États-Unis. Mais par contre, toutes les idées de l'extrême gauche européenne sont là, et entre autres une idée qui est l'infiltration dans l'ensemble des institutions, de façon à transformer radicalement le pays. Et d'ailleurs, Barack Obama a dit d'emblée, lorsqu'il a été sur le point d'être élu, et une fois qu'il a été élu, j'entends transformer radicalement les États-Unis, leur position dans le monde. Beaucoup de gens ont pensé que le mot radical était un mot prononcé comme cela, à la légère. Je ne pense pas que c'était un mot prononcé à la légère, et on le voit de plus en plus concrètement aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que font les États-Unis aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est une stratégie qu'il faut voir globalement, et dans laquelle vous incluez aussi ce qu'ils sont en train de faire au Proche-Orient, c'est-à-dire qu'ils se sont retirés d'Irak, d'Afghanistan avec les conséquences que l'on voit, et en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire aussi, on le voit avec l'Égypte, avec le conflit israélo-palestinien, c'est un retrait? Je dirais que globalement, la stratégie de Barack Obama, la doctrine Obama, au départ, c'était de trouver les moyens de réconcilier les États-Unis avec le monde musulman. Et il partait du point de vue que les États-Unis avaient été impérialistes, avaient été trop puissants, avaient été trop arrogants. Donc il importait de faire machine arrière par rapport à tout cela. Et donc dans le monde arabe, sunnite, son objectif, c'était de mettre les frères musulmans au pouvoir. Ça a réussi au départ, et ensuite ça s'est retourné, parce qu'il y a eu une contre-offensive menée par l'Arabie Saoudite. Et c'était aussi, deuxième volet de la stratégie, le rapprochement avec l'Iran. Alors sous Ahmadinejad, ça n'était pas concevable, mais on a préparé l'après Ahmadinejad. Et maintenant, on sait, depuis les faux accords de Genève, puisque c'est des accords complètement informels, puisqu'Obama ne voulait pas passer devant le Congrès, depuis les faux accords de Genève, qui sont quand même des accords... qui vont continuer d'ailleurs, puisque les Iraniens ont dit aujourd'hui qu'ils allaient continuer à négocier avec les Occidentaux, malgré... À partir du moment où ce genre de gens ont en face d'eux un idiot utile, ils utilisent son idiotie utile jusqu'au bout. Et c'est à mon avis ce que vont faire les Iraniens. Mais donc cela fait 1 an que l'administration Obama négocie avec les dirigeants iraniens. Et donc à partir de là, l'arrivée au pouvoir de Rouhani, qui de facto n'a aucun pouvoir, puisque celui qui a le réel pouvoir, c'est Ali Khamenei, c'est le guide suprême. Et donc ça fait 1 an que les négociations se font pour que ce rapprochement se fasse. Et pour que des accords comme les Américains vont laisser les Iraniens, parce qu'il l'a dit plusieurs fois, on ne laissera jamais l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Est-ce qu'ils pourraient aller jusqu'à un rapprochement en laissant les Iraniens se doter d'une arme nucléaire? Je ne pense pas que les Iraniens iront jusqu'à l'arme nucléaire. Aux États-Unis, on dit que c'est un pays qui est au seuil du nucléaire. Autrement dit, c'est un pays qui maintenant, c'est un régime, parce qu'il vaut mieux parler de régime que de pays, c'est un régime qui a d'ores et déjà le combustible nécessaire pour construire de 1 à 6 armes nucléaires et qui peut les mettre en place quasiment du jour au lendemain. Donc je ne pense pas que les Iraniens vont obligatoirement construire des armes nucléaires, mais je pense que tous les pays de la région savent que l'Iran est au seuil de l'arme nucléaire, et ça ne concerne pas qu'Israël, qui se trouve de facto menacé, ça concerne aussi l'Arabie Saoudite, les Émirats du Golfe, et tous ces pays savent que l'objectif de l'Iran, c'est de se sanctuariser, de devenir la puissance hégémonique de la région, au détriment de pays comme l'Arabie Saoudite, et c'est cela qui est dangereux pour Israël et pour ces pays. Parce que pour Israël, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir
une attaque atomique de la part de l'Iran sur Israël. Cela veut dire que simplement, étant sanctuarisé, l'Iran pourra se donner les moyens plus facilement de financer des groupes terroristes, d'éventuellement transmettre des matériaux sales, entre guillemets, c'est-à-dire des matériaux contenant des éléments nucléaires, et donc cela va renforcer la dangerosité de l'Iran. Il n'y aura pas d'attaque nucléaire contre Israël, bien évidemment, mais un Iran sanctuarisé, c'est un Iran qui devient beaucoup plus dangereux et qui s'installe en position hégémonique sur la région au détriment de tous les pays de la région, et ça change radicalement l'équilibre régional. Selon vous, c'est là que se situe la prochaine grande menace, que les Américains ont combattu Ben Laden pendant 10 ans jusqu'à réussir à l'éliminer. Ça se passait en Afghanistan et aussi dans d'autres pays, mais principalement en Afghanistan. Là, aujourd'hui, c'est vers l'Iran que pointe pour vous la nouvelle menace, on va dire, des années à venir? Oui, mais je dirais que Al-Qaïda en soi n'est pas éliminé. On a éliminé Ben Laden, mais Al-Qaïda continue à prospérer. Al-Qaïda continue à prospérer, entre autres, dans toute la zone sahélienne qui va de la Mauritanie jusqu'à la Somalie. Dans toute cette région, Al-Qaïda reste très implanté. Al-Qaïda reste implanté à une multitude d'autres endroits, et on voit que la doctrine Obama a produit des dégâts. Vous parliez tout à l'heure de l'Afghanistan. Les États-Unis se retirent d'Afghanistan et les talibans vont sans doute revenir au pouvoir. Si on regarde ce qui se passe en Irak, l'Irak était relativement paisible et des élections avaient eu lieu. Maintenant, les attentats repartent, tout simplement parce que l'Irak est devenu un appendice de l'Iran, est tombé dans la zone d'influence de l'Iran, et l'Iran espère toujours constituer une zone d'influence qui irait de Beyrouth jusqu'à Téhéran, voire au-delà, puisqu'il y a des rapprochements qui sont en train de s'organiser entre les talibans et le régime iranien en place. Alors quand vous parliez de la stratégie de Barack Obama, si c'est lié finalement à sa personnalité, là il fait son deuxième mandat, on sait bien qu'il n'en fera pas 3, puisque c'est pas possible, est-ce qu'à votre avis tout cela n'est lié qu'à une personnalité, ou en tout cas une doctrine, et qu'un autre président... C'est pas une personnalité, c'est une doctrine, ce sont des idées. Je pense que Barack Obama... Si un autre président arrive demain, bon, fortiori s'il est républicain, tout cela pourrait être remis en question, ou est-ce que les dégâts seront irréversibles? Je pense que si un président républicain arrivait au pouvoir, il essaierait de remédier à la situation, mais je dirais que lorsqu'un rapport de confiance est cassé, on peut le recoller, mais la fêlure restera visible quelque part. On verra que ça a été recollé. Et donc je pense que reconstituer le rapport de confiance qui a pu exister entre Israël et les États-Unis, ou entre l'Arabie Saoudite et les Émirats du Golfe et les États-Unis, ça sera long et ce sera difficile. Ce n'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain, parce que la façon dont les choses se sont passées est quelque chose qui incite désormais à la défiance et qui incite les partenaires des États-Unis à se dire cela s'est passé une fois, cela peut se passer une autre fois. On ne sait pas quand ça peut se reproduire. Mais d'une certaine manière, pour ce qui concerne Israël, en tout cas, je pense que c'est relativement sain, parce que cela peut pousser les gouvernements israéliens et la population israélienne à se dire l'alliance avec les États-Unis, c'est une alliance qui a duré, mais c'est une alliance qui peut se trouver remise en question. Donc apprenons à compter sur nos propres forces, apprenons à diversifier nos alliances. Est-ce que c'est réaliste pour Israël de se dire que seul il peut faire face à toutes les menaces? Non, mais Israël peut diversifier ses alliances. Et de facto, c'est aujourd'hui, dans le contexte de l'administration Obama, c'est quelque chose qui devient nécessaire. Je dirais que Israël est un pays qui apparaît comme une puissance indispensable pour d'autres pays que les États-Unis. Et ça, on ne le perçoit pas obligatoirement en Europe, mais Israël est une puissance technologique considérable, et ça intéresse par exemple la Chine aussi. Et la Chine est intéressée par un équilibre régional. Donc je ne dis pas qu'il faut rompre l'alliance avec les États-Unis, elle continuera à exister, le peuple américain soutient Israël. Mais si Israël diversifie ses alliances et apprend à ne pas compter sur un seul allié, je pense que ce sera relativement sain, d'autant plus qu'on ne sait pas ce que réserve le futur. Après Barack Obama, on peut parfaitement voir Hillary Clinton élue à la Maison-Blanche, et je ne suis pas certain que Hillary Clinton remédierait aux dégâts qui ont été provoqués sous l'administration Obama. Bon, il nous reste quelques secondes. Un mot quand même de cette situation ici, parce que dans cette région du Proche-Orient, évidemment, il y a ce conflit israélo-palestinien, mais tout autour, on voit bien qu'il y a une instabilité chronique, à commencer par la Syrie. Est-ce que cela, pour vous,
c'est aussi une menace à terme pour Israël. L'Égypte, on a vu, a rétabli un petit peu le calme parce que les militaires ont repris les choses en main, mais est-ce que cette région-là peut constituer un nouveau risque pour Israël plus global, cette fois sans parler seulement des Palestiniens? Dans le court terme, je pense qu'il n'y a pas de menace. Dans le court terme, je pense que le Hezbollah est très occupé par la situation syrienne actuellement et ne constitue pas une menace. Le Hamas est déstabilisé par le fait que les frères musulmans ont été renversés et essaye à nouveau de se rapprocher de l'Iran. Donc à partir de là, Israël est dans une situation qui n'est pas trop mauvaise dans le court terme. Dans le moyen terme, si l'Iran affirme son hégémonie régionale, par contre la situation peut devenir beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus délétère. Donc il faut penser au moyen terme, et c'est dans le moyen terme que les choses peuvent devenir plus dangereuses. Mais je pense que fondamentalement, Israël a l'avenir pour lui, et Israël est une place forte de stabilité pour la région. Et je pense que beaucoup de pays, même les pays qui raisonnent en termes de réel politique, voient les choses de cette façon. Merci beaucoup, Guy Millière. Je rappelle donc que vous êtes universitaire, écrivain, vous êtes en Israël pour donner des conférences, c'est ça? Je donne une conférence demain soir à Ashdod et je reviendrai au mois d'avril en donner 4 ou 5. Merci beaucoup, Guy Millière, donc d'avoir été l'invité d'I24 News pour évoquer cette situation au Proche-Orient. Bonne soirée à vous. Dans un instant, un nouveau journal à venir sur I24 News. Excellente soirée et à demain pour un nouveau Grand Direct.